J'étais assise dans la petite salle de conférence du cabinet d'avocat, ma main posée sur les papiers du divorce non signés. La pièce était si calme que je pouvais entendre la trotteuse glisser sur chaque marque. Puis la porte s'est ouverte. Un homme est entré. Pas de frappe, pas d'attente. Il a tiré une chaise et a posé une mallette noire sur la table. Les verrous métalliques se sont ouverts dans un clic. J'ai baissé les yeux vers l'argent entassé à l'intérieur. Je n'ai pas demandé qui ils étaient. J'ai simplement rebouché mon stylo. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites à haute voix pour que l'on sache qu'elles vont changer toute l'histoire. Pour comprendre ce moment, je dois revenir à l'époque où tout était encore calme, quand je croyais encore avoir un mariage solide. Je m'appelle Cara, je suis éditrice chez un éditeur de taille moyenne. Mon travail m'oblige à lire attentivement et à écouter encore plus intensément, une habitude qui permet de déceler facilement les silences étranges dans la voix de quelqu'un. Je suis réservé et j'aime que les choses soient nettes. Je ne suis pas le genre de personne qui traite le bruit comme un mode de vie. Mon mari, Ben, est l'opposé. Il travaille dans le marketing pour une entreprise technologique et vit en attirant l'attention. Il aime les fêtes, raconter des histoires, être vu. D'une certaine manière, ce contraste nous maintenait en équilibre, mais l'équilibre bascule, et il a basculé si légèrement, si lentement que si je n'avais pas l'habitude d'observer, je l'aurais peut-être manqué. Cela a commencé par de petits changements dans son emploi du temps. Ben disait que l'entreprise prenait de l'ampleur et que le nouveau projet avait besoin de lui. Je n'ai pas cherché plus loin, tout le monde a besoin d'espace pour évoluer. Mais ensuite, il a commencé à se vanter de victoires vagues. Des phrases comme « le projet devient énorme » ou « tu vas être choqué par les résultats ». Chaque fois que je demandais des précisions, il balayait la question d'un revers de main comme si je ne comprendrais pas le jargon du marketing. J'acquiesçais simplement, archivant cela comme un détail qui ne cadrait pas avec une histoire qui n'avait pas encore pris forme. Puis sont venus les dîners. Nous avions l'habitude de manger ensemble et de discuter de notre journée, mais ces derniers temps, Ben aimait glisser de petits commentaires acerbes. Pas assez dur pour être une véritable insulte, juste assez pour piquer comme une coupure de papier. Tu es toujours si calme. Parions que tes collègues adorent ça, ou, te raconter des histoires semble parfois être une perte de temps. Tu ne t'intéresses à rien de vivant. J'ai posé mon couteau et je l'ai regardé, sans colère, faisant simplement le point. Je voulais voir qui il essayait d'impressionner. Je savais une chose, les hommes ne changent pas de ton avec leurs femmes à moins de se sentir observés par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas argumenté. Quelqu'un qui a besoin d'utiliser de petites piques pour se valoriser manque de quelque chose. Me battre ne ferait que me transformer en sa scène de spectacle. Puis est venu cette nuit-là, le moment qui a tracé une ligne dans mon esprit. Nous étions invités à un gala organisé par une entreprise partenaire. Ben a dit que c'était important et qu'il me voulait à ses côtés. J'ai choisi une robe noire simple, j'ai attaché mes cheveux et j'ai attendu dans le hall. Il m'a envoyé un message disant qu'il arriverait après une réunion. J'ai attendu 10 minutes, puis 20, puis 1 heure. Son message est enfin arrivé, entre d'abord. Je suis coincé. Débrouille-toi. Pas d'excuses. Aucun signe qu'il ait même essayé. Je me tenais dans le hall bondé, les lumières frappant le sol en pierre, et soudain, j'ai eu l'impression d'être sorti d'un mariage qu'il ne tenait plus à préserver. J'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi sans dire un mot à personne. Le lendemain matin, j'ai trouvé un avocat pas par colère, ni par blessure, juste parce que je savais que le respect entre nous était tombé quelque part sur le chemin que nous parcourions ensemble, et je n'avais aucune envie de le ramasser. Me voilà donc dans une petite salle de conférence avec les papiers du divorce ouverts devant moi, et de l'autre côté de la table se trouvait Marc, un homme que je n'avais jamais rencontré. Il gardait la mallette ouverte comme si les 50 millions de dollars n'étaient qu'un outil pour forcer l'histoire à commencer. Je l'ai regardé dans les yeux, calme, attendant qu'il continue, mais il ne l'a pas fait. Marc s'est penché en arrière sur sa chaise, portant le regard fatigué de quelqu'un qui avait vu trop de saleté derrière des murs que la plupart des gens croyaient polis. Sa phrase résonnait encore dans l'air, « Vous êtes devenu leur divertissement. » Qui était-il? Pourquoi était-ce moi? Et pourquoi avait-il apporté 50 millions de dollars? Tout cela restait là comme un nœud attendant d'être dénoué. J'ai refermé le dossier du divorce, non pas pour reculer, mais pour entendre toute la vérité avant de signer. Et avant de quitter ce mariage selon mes propres conditions, j'ai fermé le dossier après le départ de Marc.
La porte s'est refermée et la pièce est redevenue silencieuse, mais l'air n'était plus le même. Ce silence était plus lourd. Il me faisait rejouer chaque petit pli des mois passés et des détails qui ne signifiaient rien seuls, mais qui, mis côte à côte, formaient quelque chose de désagréable. Je suis sorti du cabinet d'avocat et je me suis arrêté sur le trottoir, ma main serrant toujours la bandoulière de mon sac comme si mon corps n'avait pas encore rattrapé le changement dans ma tête. 50 millions de dollars, une phrase, et une vérité qui attendait encore de faire surface. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé à marcher, pas vite, pas ébranlé, glissant simplement de nouveau dans ma propre histoire en retraçant les signes que j'avais ignorés. Tout a commencé par les messages. Je me souviens clairement de cette nuit-là. Le téléphone de Ben s'est éclairé à côté de lui alors qu'il était sous la douche. L'écran affichait seulement une notification discrète, nous sommes sur la bonne voie. Il n'y avait pas de nom, pas de photo, juste un message passager. J'ai reposé le téléphone exactement là où il était. Quand Ben est sorti, il a regardé l'écran, puis moi, et a eu ce demi-sourire plein de suffisance. Juste un client, a-t-il dit, sans attendre que je pose de questions. Mais ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui venait de conclure une affaire, c'était le sourire de quelqu'un qui pensait avoir l'avantage dans un jeu dont il ne parlait pas. Je n'ai rien dit, j'ai juste acquiescé. Dans les semaines qui ont suivi, cette suffisance a grandi. Ben s'attardait devant le miroir, s'occupant de sa chemise, arrangeant ses cheveux encore et encore comme s'il s'apprêtait à passer devant une caméra. Mais quand il était avec moi, il était froid, comme s'il jouait un rôle qui ne l'intéressait plus. Les gestes d'affection ont été les premiers à disparaître. Puis les baisers sans conviction. Puis le silence au lit, le genre de silence qui n'est pas dû à la fatigue, mais au fait que l'esprit de quelqu'un est ailleurs. Chaque changement était une petite coupure. Pas douloureuse au début, mais elle laissait une trace. Un soir, je suis descendu boire de l'eau. Ben était au téléphone dans son bureau, la porte entr'ouverte. Sa voix était douce, presque décontractée, et j'ai entendu une phrase clairement ainsi clairement qu'elle m'a fait m'arrêter, elle n'a rien soupçonné. Je n'avais pas mal entendu. Il n'a pas baissé la voix. Il n'a pas tressailli en entendant mes pas. Quand j'ai poussé la porte du bureau pour prendre un carnet, il m'a seulement jeté un coup d'œil avec un calme troublant, comme si le fait que je l'entende faisait partie de ce qu'il avait prévu. J'ai pris le carnet et j'ai refermé la porte doucement. Pas de questions, pas de confrontation. Ce dont j'avais besoin alors n'était pas une réponse, je voulais voir comment il comptait continuer à jouer son rôle. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert l'ordinateur portable de Ben pour lui envoyer un fichier de rapport qu'il m'avait demandé de corriger. Je ne suis pas du genre à fouiner, mais quand j'ai branché la clé USB, un dossier est apparu, un dossier virtuel, caché, mais pas très profondément. À l'intérieur se trouvaient 4 fichiers audio. J'ai ouvert le premier. Des rires. Ceux de Ben. Un second rire a suivi celui d'une femme, jeune, vif, assurée. Puis une phrase qui m'a glacé les mains, voyons combien de temps il lui faudra pour s'en apercevoir. Et Ben a répondu, je parie plus longtemps que tu ne le penses. J'ai fermé le fichier et j'ai éteint l'ordinateur. L'écran reflétait mon visage pas en colère, pas effrayé, juste immobile, comme si je regardais une version de moi-même à distance. Une femme placée sur les plateaux d'un jeu auquel elle n'avait jamais souscrit. Je me suis assise, les doigts entrelacés. Je n'étais pas choqué que Ben me trompe, j'étais choqué par la façon dont il parlait de moi comme si j'étais une expérience, une étude de cas, un pari. Je n'ai pas ouvert les autres fichiers. Je n'en avais pas besoin. Un seul m'avait tout dit. Ce que je voulais, c'était l'observer alors qu'il pensait que je ne savais rien. Alors, je suis restée silencieuse. Assez silencieuse pour que Ben continue de croire que j'étais exactement ce qu'il imaginait, lente, naïve, prévisible. Après cela, chaque petit détail est devenu encore plus clair. Ben rentrait tard, mais se comportait toujours comme s'il venait de gagner quelque chose. Il disait des choses inoffensives et banales, mais ses yeux scrutaient mes réactions comme s'il ajoutait des notes à un tableau de suivi. J'ai fait tourner le couteau dans ma main, puis je l'ai posé sur la planche à découper. Pourquoi demanderais-je quoi que ce soit? Ben a souri, le sourire de celui qui pense avoir toutes les cartes en main. Pas de raison. Juste curieux. Curieux? Un mot très intéressant venant de quelqu'un qui teste vos limites. Le point culminant fut ce samedi soir. Nous nous préparions à dîner avec ses amis.
Ben choisissait une chemise, en changeant pour la 3e fois. J'étais assise sur le lit en train d'attacher mes cheveux, l'écoutant marmonner devant le miroir, ils voudront me voir gagner gros ce soir. Je l'ai regardé à travers le miroir. Gagner quoi? Il a cligné des yeux, puis a souri. Juste une façon de parler. Ne t'en fais pas, une demi-réponse. Suffisante. Comme quelqu'un qui attend des applaudissements pour une performance que lui seul peut voir. Cette nuit-là, en rentrant, Ben est allé se doucher. Son téléphone était sur la table, l'écran allumé. Un message est arrivé de la femme des enregistrements. Juste une phrase, je pense toujours qu'elle s'en rendra compte plus tôt. Pas d'émoji, pas de point d'exclamation, juste une phrase de quelqu'un discutant de moi comme d'une donnée statistique. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste regardé l'écran s'éteindre. Le lendemain matin, je savais une chose avec certitude, Ben ne se contentait pas de me tromper. Il pariait, et l'objet du pari était ma réaction. Personne n'aime sa femme en parlant d'elle comme d'une expérience. Personne ne respecte sa partenaire en débattant du temps qu'elle mettra à remarquer la trahison. Et au moment où j'ai compris cela, un froid m'a parcouru l'échine, le genre de froid qui vient d'une clarté parfaite. Non pas parce que j'avais perdu Ben, mais parce que j'avais perdu l'illusion qu'il m'ait jamais vu comme une personne. Avec tous ces souvenirs mis bout à bout, j'ai enfin compris une partie de ce que Marc voulait dire. Ce n'était pas seulement Ben et sa maîtresse. Il y en avait d'autres derrière ce jeu tordu. Pour eux, je n'étais pas une épouse, j'étais une cible, un numéro dans un pari, quelqu'un que l'on mesurait pour voir quand elle craquerait. Et cette vérité, plus que l'infidélité, était ce qui me glaçait le plus. Je suis retourné dans la salle de conférence de l'avocat avec un état d'esprit totalement différent. Plus tôt, je n'avais que des indices dispersés, maintenant, j'avais un cadre. Et l'homme en face de moi, Marc, était la pièce manquante. Il était assis calmement au bout de la table, les mains jointes, m'observant comme s'il attendait de voir comment j'allais recevoir ce qui allait suivre. J'ai tiré ma chaise, je me suis assise et j'ai gardé un regard froid. « Pourquoi 50 millions ?» ai-je demandé. « Et pourquoi est-ce vous qui les apportez ?» Marc s'est légèrement penché en arrière et a laissé échapper un soupir comme s'il retenait cette réponse depuis longtemps. « Parce que je suis le plus directement impliqué, » a-t-il dit. « Et parce que personne d'autre n'a une raison assez valable pour vous dire la vérité. » Il a marqué une pause, choisissant ses mots. Puis il a continué, d'une voix posée, sans émotion superflue. Ben a une liaison avec ma femme. Pas une confession douloureuse, juste un fait brut posé sur la table. Je n'ai pas réagi. Je n'étais pas surprise. Tout ce que j'avais vu et entendu auparavant rendait sa déclaration presque formelle. Marc a hoché légèrement la tête, comme s'il reconnaissait mon sang-froid. Au début, je pensais que ce n'était qu'une liaison, a-t-il dit. J'avais prévu de gérer ça tout seul. Mais il a laissé échapper un rire discret, le genre de rire que l'on a quand on a cessé de croire en l'humain. J'ai entendu un enregistrement. Je me suis redressé un peu. Marc a croisé mon regard sans se détourner. Ben et ma femme parlaient de vous, a-t-il dit lentement, clairement. Et ils pariaient avec leurs amis sur le temps qu'il vous faudrait pour découvrir la liaison. La pièce a semblé perdre quelques degrés. Je n'ai pas bougé. C'était comme être debout dans la neige, un froid vif, pas paralysant, mais qui rend l'esprit plus clair. Je l'ai entendu lors d'un appel que ma femme pensait que je ne surprendrais pas, a poursuivi Marc. Il parlait du calendrier. Il comptait les jours. Ils avaient même placé le premier pari sur le fait que vous remarqueriez ou non. Ben, l'homme qui m'appelait autrefois la personne la plus perspicace de la pièce, pariant maintenant sur mon aveuglement. Marc faisait tourner un stylo entre ses doigts, sa voix baissant d'un ton. Mais ce n'était que la première couche. Je l'observais, sans me presser, j'attendais simplement. La deuxième couche, a dit Marc, est ce qui m'a décidé à vous trouver. Il s'est arrêté comme pour s'assurer que j'étais prête à l'entendre. J'étais prête depuis longtemps. Il ne pariait pas seulement sur le moment. J'ai attendu la suite, et elle est tombée comme une coupure nette. Il pariait sur la façon dont vous réagiriez en apprenant que vous étiez trompé. Les mots ont frappé la table lourdement, mais je n'ai pas scié. Les fragments que j'avais rassemblés et les SMS, les rires, la façon dont Ben m'observait se sont mis en place. Marc a continué. Un groupe d'amis de Ben s'est joint à eux. Certains ont parié que vous pleureriez.
D'autres que vous resteriez. D'autres encore pensaient que vous exploseriez, supplieriez ou briseriez des choses. Il m'a regardé un instant de plus. Mais Ben a parié sur l'option de l'endurance silencieuse. Mon rythme cardiaque ne s'est pas emballé. Il est resté régulier, froid, comme si mon corps avait décidé de rejeter tout ce qui était inutile. Ben a dit, a poursuivi Marc, elle n'est pas du genre explosive. Elle encaissera. Sa souffrance sera belle. Je me suis légèrement penché en arrière. Sa souffrance sera belle? Un choix de mots cruel, mais précis. Ben me connaissait bien, mais pas pour me chérir, pour miser sur moi. Marc m'observait, sa voix égale, ce qui rendait chaque mot plus tranchant. Pour gagner, Ben a ajusté la façon dont il vous traitait pendant des mois. Parfois doux, parfois froid, parfois rabaissant, parfois distant. Tout cela était conçu pour voir si vous craqueriez. J'ai laissé échapper un léger souffle, non par choc, mais parce que j'avais enfin une explication à tout le comportement insensé de Ben. Ce n'était pas insensé du tout. Cela avait un but, et j'en étais l'expérience. La dernière couche, a dit Marc, explique pourquoi j'ai apporté les 50 millions. Il a poussé la mallette vers moi comme si sa signification n'était pas seulement pécuniaire. 50 millions, a-t-il dit, c'est le montant total de leur pari. J'ai trouvé un moyen de le récupérer, non pas parce que j'en ai besoin, ni pour acheter votre silence. J'ai regardé la mallette, puis Marc. Il disait la vérité, tout simplement. Je vous les donne pour une seule raison, a-t-il continué. Ce n'est pas à vous de payer pour leur saleté. J'ai posé mes mains sur la table, les doigts entrelacés. Ce n'était pas de la colère, c'était une clarté si vive qu'elle en était silencieuse. Est-ce que Ben sait que vous me parlez, ai-je demandé. Marc s'est penché en arrière et a fait un léger signe de tête. Il le sait maintenant. Sa réponse est tombée comme la fin abrupte d'une chanson coupée. Pas besoin de plus d'explications. Pas plus de détails. Ben savait qu'il réagirait, et je savais enfin que je me tenais au centre d'un jeu qu'il pensait que je n'atteindrais jamais. Je suis resté devant ma porte d'entrée un moment avant de déverrouiller, non pour me stabiliser, je l'étais déjà. Je voulais juste aborder ce moment avec un esprit serein. La porte s'est ouverte. Les lumières du salon étaient allumées. Ben était sur le canapé, légèrement penché en arrière, un bras posé sur le dossier. La pose confiante de celui qui croit encore avoir l'avantage. Il m'a regardé comme s'il m'avait déjà imaginé entrant avec des yeux égarés, paniqués, et une pile de questions tremblantes. J'ai fermé la porte derrière moi sans rien dire. Le sourire de Ben s'est étiré, à peine un signe indéniable qu'il pensait que j'avais trouvé un indice, mais pas assez pour faire autre chose que de m'effondrer. Il s'est levé. Kara. Je sais que la journée a dû être rude, mais... Combien de temps avant que tu ne gagnes ton pari, ai-je demandé. La question a traversé la pièce comme du métal frappant du métal. Pas de préparation, pas de détour, juste une entaille directe là où il s'était caché. Ben s'est figé. Pendant une seconde, j'ai vu le masque se fissurer. Ses yeux se sont immobilisés comme si son cerveau avait besoin de temps pour traiter le fait que j'étais allé droit au cœur de son jeu. Kara, de quoi parles-tu? Il a essayé de garder une voix ferme. Je me suis approché, sans hausser le ton, sans montrer rien d'autre qu'une immobilité absolue. Je demande, ai-je répété, combien de temps tu pensais qu'il te faudrait pour gagner? Ben a ouvert la bouche pour nier, puis l'a refermée quand je n'ai pas détourné le regard. Sa respiration a changé, ses épaules se sont crispées. C'était le premier instant où il réalisait que son scénario lui avait échappé. Je me suis arrêté à quelques pas de lui. Tu ne t'es pas contenté de me tromper, ai-je dit, ma voix basse et tranchante comme du verre froid. Ben a reculé d'un demi-pas. Pas beaucoup, mais assez pour que je voie que le coup avait porté exactement là où il le fallait. Tu as dû entendre quelqu'un déformer les choses, a-t-il dit, essayant de sauver la situation avec un sourire étrange. Je viens d'entendre, j'ai penché la tête. Je t'ai entendu, toi. Mon calme le déstabilisait plus rapidement que n'importe quel cri. Il s'est approché, baissant la voix pour adopter cette fausse douceur qu'il utilisait avec ses clients lorsqu'il essayait de réparer une erreur. Kara, tu as mal compris. C'était une plaisanterie entre amis. Quelqu'un l'a enregistré, l'a édité. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé le fichier que Marc m'avait envoyé.
Pas en entier, juste la partie qui comptait. Le salon s'est rempli de rires, ceux de Ben et les siens. Trop réel pour être nié. Puis la voix de la femme, combien de temps avant qu'elle ne s'en aperçoive? Et la voix de Ben, claire et suffisante, elle restera tranquille. Je parie là-dessus. J'ai coupé le fichier. Aucun commentaire, aucune question. Je l'ai juste regardé, attendant qu'il affronte la vérité nue de ce qu'il était. Ben a levé une main comme s'il essayait de reprendre le contrôle de la situation. Kara, laisse-moi t'expliquer. Non. Un seul mot court, suffisant pour couper court à toute tentative qui lui restait. Il n'avait aucune idée de quoi faire face à mon calme. Ben était habitué aux larmes, aux réactions, ou du moins à un flot de questions qui lui donnerait une chance de rediriger le jeu à sa guise. Mais rien de tout cela ne se manifestait, et c'est ce qui lui faisait peur. J'ai rangé mon téléphone, puis j'en ai sorti un autre, celui que je n'utilisais que pour le travail. J'ai ouvert mes contacts et j'ai sélectionné le groupe d'amis de Ben, ceux qui avaient participé au pari. « Qu'est-ce que tu fais » a lâché Ben, sa voix montant d'un ton. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement envoyé l'enregistrement à chacun d'eux. Une pression, pas de message, pas de note. La vérité n'avait pas besoin de légende. Le téléphone de Ben a commencé à vibrer quelques secondes plus tard, puis un tintement, puis un autre, puis appel après appel de la part des personnes même qu'il essayait tant d'impressionner. Il a regardé l'écran et toute son expression a changé. La suffisance a volé en éclats, laissant place à une panique brute qu'il n'avait jamais imaginé devoir me montrer. « Kara, ne fais pas ça. Ça pourrait ruiner ma carrière. » Oh. J'ai penché la tête. Alors maintenant, ça fait mal. Ben serrait son téléphone, me fixant avec un mélange de colère et de peur, le mélange qui n'apparaît que lorsque quelqu'un réalise qu'il a mal calculé son adversaire. « Kara, écoute-moi. » Mais je n'étais déjà plus là. Je me suis détourné et j'ai marché vers la porte. Pas de précipitation, pas de mélodrame. Chaque pas était un point final fermement posé au bout d'une phrase. « Kara » a crié Ben. « Tu ne peux pas partir comme ça. Tu dois me laisser t'expliquer. » Ma main a touché la poignée. Je me suis arrêté exactement un instant. « Ben » ai-je dit, ma voix si calme qu'elle rendait les mots plus acérés. « Je n'ai pas besoin de te battre. J'ai juste besoin de cesser de rester là où tu peux te jouer de moi. » J'ai ouvert la porte. Je n'ai pas attendu de voir son visage s'effondrer, et je suis sorti, laissant derrière moi une maison pleine de tout ce qui constituait ma vie et de tout ce à quoi je n'avais plus l'intention d'appartenir. Ma force n'était pas dans les cris, elle était dans cet instant où je partais avant qu'il ne puisse justifier quoi que ce soit. J'ai finalisé le divorce par un matin gris pâle. Tous les papiers ont été signés rapidement, proprement. Pas une seule fois je ne me suis retourné pour regarder la porte par laquelle Ben était apparu lors des premiers rendez-vous. Il m'a envoyé des messages sans cesse, de longs messages, des courts, des doux, des frénétiques, les morceaux épars d'un homme essayant de recoudre une histoire qu'il avait lui-même déchirée. Je n'ai pas répondu, pas par colère, mais parce que rien dans ces messages n'avait plus de rapport avec moi. Son nom a disparu des rendez-vous, le mien s'est glissé hors de ce mariage plus léger que je ne l'espérais. Les répercussions ont frappé Ben plus vite qu'il ne l'aurait jamais imaginé. L'enregistrement s'est propagé parmi ses amis en quelques heures avant que quelqu'un ne le fasse fuiter. Personne ne sait qui l'a publié en premier, mais les réseaux sociaux ont grouillé comme des loups sentant l'odeur du sang. Ils ont appelé cela « le pari le plus dégoûtant que nous ayons entendu depuis des années ». Les commentaires ne s'embarrassaient pas de fioritures, juste son nom associé à des questions tranchantes comme des couteaux, le genre qu'il n'avait aucun talent pour transformer en avantage marketing. Son entreprise a publié une note interne le lendemain. Puis il a été mis à pied. Ensuite, chacun de ces messages a été inondé de personnes citant la phrase « Elle restera tranquille ». Je parie là-dessus, une phrase qu'il utilisait autrefois comme sa stratégie gagnante, devenue l'encre qui faisait couler sa réputation. La maîtresse de Ben, la femme de Mark, a disparu de sa vie si vite qu'il était clair qu'il n'avait même pas eu de dernière rencontre. Quand le scandale a éclaté, elle lui a laissé un message « Ne m'entraîne pas là-dedans ». Je l'ai vu quand Mark me l'a montré. Une seule phrase, et tout ce qui était leur petit jeu d'alliance est soudain devenu un fardeau que Ben devait porter seul. Et c'était une forme de justice froide. Quelques jours plus tard, Mark a demandé à me voir dans un petit endroit près du palais de justice. Pas chic, juste assez calme pour parler sans hausser la voix.
Je suis arrivé à l'heure. Il était déjà là, les mains serrées autour de son verre comme quelqu'un qui avait traversé une longue tempête. Quand j'ai tiré la chaise, il m'a regardé sans l'expression réservée qu'il avait lors de notre première rencontre. Merci, a-t-il dit, de ne pas être restée silencieuse. J'ai légèrement penché la tête. Je n'ai pas fait grand-chose. Marc a laissé échapper un lent soupir. Vous avez fait ce que j'avais toujours espéré que ma femme fasse quand elle m'a trahi. Affronter la vérité et la placer exactement là où elle doit être. Il y a eu un moment de calme pas lourd, juste une pause nécessaire pour que deux personnes qui s'étaient tenues aux deux extrémités de la même blessure réalisent qu'elles n'avaient jamais été ennemies. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai juste remis la vérité à sa place. Les mots sont sortis propres et nets, comme la coupe finale sur une couche de glace qui était fissurée depuis longtemps. Marc a hoché la tête. Il comprenait, et cela suffisait. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela. Il n'était pas nécessaire d'échanger des douleurs ou des leçons. Certaines alliances se forment sur une seule vérité et se terminent par un simple signe de tête. J'ai quitté le café alors que le soleil commençait à percer. Une fine bande de lumière tranchait sur le pavé mouillé et rebondissait sur la vitre d'un immeuble lointain. Je marchais d'un pas léger, sans essayer d'être forte, sans essayer d'oublier ce qui s'était passé. Je ne voulais pas oublier. Je voulais que tout reste exactement là où c'était censé être, derrière moi, comme un chapitre terminé avec une phrase finale forte et sans note de bas de page. Je ne l'ai pas Ben, et ce n'est pas de la clémence. C'est simplement parce que la haine signifie que je me soucie encore de la personne qui l'a causée. Je ne regrette rien, et je ne me vois pas comme une victime. Je suis juste quelqu'un qui est sorti d'un jeu cruel sans le laisser me définir. Les gens aiment dire que la trahison vous change. C'est peut-être vrai, mais pour moi, cela n'a fait que rendre mon chemin plus clair, comme si quelqu'un avait enfin allumé la lumière dans une pièce que j'avais pris l'habitude de parcourir dans l'obscurité. J'ai ralenti un peu, j'ai lu davantage, j'ai mieux dormi, et je n'attendais plus que quelqu'un rentre à la maison pour entamer une conversation forcée. La vie n'est pas devenue spectaculaire après mon départ, elle a juste trouvé la bonne lumière. Quelques mois plus tard, j'ai appris que Ben avait changé de travail. Son ancienne entreprise ne voulait pas du scandale, et les gens qui s'asseyaient autrefois à la même table pour parier avec lui ont disparu. Il a perdu tout ce dont il se vantait autrefois comme étant ses plus grands atouts, le respect des autres. J'ai lu la nouvelle, puis j'ai fermé mon ordinateur ni heureuse, ni triste, juste une information qui n'avait plus rien à voir avec ma vie. Les gens m'ont demandé pourquoi je n'avais pas intenté de procès, demandé d'indemnisation ou pris ma revanche d'une manière dramatique. J'ai juste souri. Je n'avais rien besoin de faire d'autre. Ben s'est détruit de ses propres mains. Je n'ai fait que tenir le miroir, il a regardé, et le reste s'est effondré tout seul. Je me suis arrêté au passage clouté et j'ai regardé le signal changer. Une légère brise a effleuré ma manche fraîche, mais pas désagréable. C'était comme la paix tranquille d'une porte qui se ferme sans un bruit. J'ai pensé à mon histoire, non comme à une tragédie, mais comme à une leçon sur les limites. Quand quelqu'un vous traite comme un jeu, s'en aller est la riposte la plus nette. Je me suis engagé dans la rue quand le feu est passé au vert. Et à ce moment-là, une phrase m'est venue courte, incisive et fidèle à tout ce qui s'était passé, il s'est servi de moi pour gagner un pari, mais ce qu'il a perdu à la fin, c'est la vie dont il se vantait tant. Et j'ai continué à marcher sans regarder en arrière. En fin de compte, voici ce que j'ai appris, quand quelqu'un vous traite comme un jeu, la façon dont vous vous levez et partez est la réponse la plus forte que vous puissiez donner. Le respect de soi n'a pas besoin de bruit, juste de timing. C'est la fin de cette histoire. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous étiez à ma place, partiriez-vous immédiatement ou leur montreriez-vous exactement à quel point vous êtes lucide? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines histoires.